Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à vous être connectés pour parler d'un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le ferroviaire. Est-ce que le ferroviaire est un nouveau must-have logistique? Alors certains diront, bon, ça fait des années que c'est le must-have logistique, d'autres diront, vous êtes bien gentil, le ferroviaire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Justement, on va en parler tous ensemble aujourd'hui avec nos intervenants, et l'idée, ça va être de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Alors moi, pour commencer, je m'appelle Antoine Despiche, je suis account manager chez Evrysense. Et Evrysense, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un éditeur de solutions SaaS. On propose à nos clients d'avoir de la visibilité sur leur flux logistique et de digitaliser ces flux, notamment grâce à une solution qui s'appelle un TVMS, un Transport Visibility Management System. C'est un peu le TMS du futur, où on vient permettre de planifier les flux jusqu'à les exécuter, mais avec des capteurs sur des wagons et un petit peu d'intelligence artificielle pour rendre les choses vraiment en prise avec ce qui se passe sur le terrain. Voilà, très rapidement. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de 4 intervenants de choix que je vais laisser se présenter. Il y a tout d'abord François Meyer, François qui est directeur logistique chez Ecom. Bonjour François. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement directeur logistique du groupe Ekiom et j'ai également pas mal de fonctions associatives puisque je suis président de la commission rail à UTF et j'ai l'honneur et le plaisir également d'être le secrétaire de Norlink Rail. Que de casquettes. Que de casquettes. On a, alors pour le compte d'Ekiom également, Jérôme Becamel qui est avec nous. Jérôme qui est Supply Chain Manager chez Ekiom. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour à tous. Jérôme, effectivement, je m'occupe des opérations supply chain pour les activités ferroviaires, fluviales et maritimes pour Ekiom, et notamment aussi en charge des initiatives Fret 21 pour réduire nos émissions de CO2 pour Ekiom. Et Jérôme, très rapidement, en une ou deux phrases, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas, qui est Ekiom, qu'est-ce que vous faites chez Ekiom? Donc Ekiom, on est un acteur dans les matériaux de construction, donc pour la fabrication de ciment, de béton, de granulats, et aussi une activité d'AFR, donc pour la gestion de combustibles alternatifs qu'on recycle. Merci beaucoup. On a également Fabien Béclin qui est avec nous, qui est directeur opérationnel chez Norlink. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous avez tout dit, directeur opérationnel chez Norlink, avec notamment l'association Norlink Ferroviaire dont François a déjà parlé. Et juste là aussi en quelques mots, Norlink, pour ceux qui ne connaissaient pas. Fédération d'associations dont l'objet, la mission est de promouvoir les transports massifiés et notamment dans la région Hauts-de-France et donc ferroviaire et fluvial. C'est très clair, merci beaucoup. Et puis pour terminer, la meilleure pour la fin on va dire, Sophie Chapelier qui est avec nous, qui est chargée de projet chez Fret 21. Bonjour Sophie. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'organisation de ce webinaire. De quoi s'agit-il donc? Fret 21 est un dispositif qui a été développé donc par la UTF cité précédemment par Monsieur Meyer. Le but est d'accompagner les chargeurs dans la réduction de l'empreinte carbone du transport de leurs marchandises. Et donc Fret 21 est inclus dans le programme EV qui accompagne toute la chaîne du transport et de la logistique dans la réduction de l'empreinte carbone justement de ces activités. Parfait, c'est très clair. Alors, avant de commencer justement à rentrer dans le vif du sujet, juste une petite précision sur le déroulement de ce webinaire. On va passer une petite heure ensemble. On va consacrer environ 45 minutes justement à un échange sur tous les sujets autour du ferroviaire. Et puis, les 15 dernières minutes seront dédiées aux questions éventuelles que les personnes qui nous écoutent auront. Donc, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à poser vos questions tout au long du webinaire via le chat qui se trouve sur Livestorm. On va garder ces questions et on y répondra ensemble à la fin du coup de la session. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, lâchez-vous. Alors on va parler donc de frais ferroviaires. Il y a un chiffre que vous connaissez peut-être, c'est 9%. Aujourd'hui en France, 9% de la part modale est en ferroviaire, c'est très peu. Il y a encore beaucoup, par rapport au reste des transports, c'est très très peu. Et pourtant, on a quand même on va dire des avant-gardistes, des acteurs qui voient dans le ferroviaire une option profitable. Je vais me tourner vers François. Tu nous l'as dit, tu es président de la commission ferroviaire de la UTF. D'un point de vue économique, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui un chargeur à aller vers le ferroviaire, à se lancer dans ce mode de transport? Alors, bien évidemment, en préambule, on n'est pas là pour opposer les moyens de transport les uns contre les autres. Ils sont tout à fait complémentaires, et ça, c'est la position de la UTF et c'est ce qu'on vit aussi dans les entreprises. On a besoin de
camions, de bateaux, de cales et de trains. Mais néanmoins, depuis 2 ans, on peut quand même constater un alignement des planètes en faveur du ferroviaire. On a tous à l'esprit les problèmes qu'on a aujourd'hui avec le maritime, avec tant en vrac qu'en box, un quasi doublement des tarifs, un engorgement des ports en Asie, mais également aussi ponctuellement en France. Ces difficultés ne vont pas se solutionner extrêmement rapidement. Maersk parle d'une situation qui pourrait perdurer au moins jusqu'en 2024. Le fluvial, qui présente beaucoup d'avantages, connaît aussi des difficultés liées au réchauffement climatique et à la raréfaction des précipitations. J'ai pris l'exemple des basses eaux du Rhin. On a eu une année plutôt pluvieuse, mais on a connu quelques semaines de basses eaux très récemment. Là, le niveau remonte un peu, mais c'est très problématique quand on fait du business depuis les ports du Nord vers l'Est, l'Allemagne, la Suisse et l'Alsace. La route également, on constate des difficultés de recrutement avec des chiffres qui sont assez impressionnants. On parle de 100 000 chauffeurs en UK, 100 000 en Pologne. En France, on parle plutôt court terme de 40 à 50 000 chauffeurs en pénurie. Et l'OTRE estime qu'en France, on devrait atteindre le chiffre des 100 000 dans les 5 ans à venir. Donc, par rapport à toutes ces problématiques, le rail présente de nombreux avantages, surtout qu'on bénéficie depuis janvier 2020 d'un contexte social assez apaisé qui se traduit par un bien meilleur taux de service. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de pénurie flagrante d'agents de conduite. Donc, un agent de conduite, c'est 50 camions, donc c'est 50 chauffeurs. Le rail garde bien évidemment une grande pertinence économique sur des trajets province-Paris par rapport à du routier. Quand on optimise bien, on arrive à diviser les coûts par 2. Donc, on a vraiment un alignement des planètes en faveur du ferroviaire. Et c'est une tendance qui est relativement court terme. On a un emballement des coûts également sur le routier, ce qui est rare et cher. Donc, c'est une tendance qui est assez récente, qui est alimentée également par le renchérissement des pièces de rechange, des pneumatiques et des ensembles routiers. Donc, la route est en train de devenir beaucoup plus chère. Donc effectivement, là on se parle vraiment d'un contexte international. Comme tu nous l'as dit, François, il y a un alignement des planètes qui fait que finalement ce transport ferroviaire est complètement pertinent dans la stratégie globale. On a vu l'international. Sur le point national également, on a de nouvelles régulations, de nouvelles réglementations qui sont en train de se mettre en place et qui peuvent aussi justifier ce recours au ferroviaire. Peut-être que Jérôme, tu peux nous en parler de ces régulations. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ces régulations qui sont des nouveaux enjeux à anticiper dès aujourd'hui, c'est notamment les encombrements qu'on peut rencontrer dans les grandes métropoles, avec de plus en plus de zones qui sont qualifiées des ZFE, des zones à faible émission urbaine, donc dès 2025-2030. Et aujourd'hui, ces régulations-là, il y a aussi un enjeu CO2 qui est de plus en plus important. Et au niveau du transport ferroviaire, ça nous permet de pouvoir transporter avec un train l'équivalent de 50 camions. Donc, c'est aussi un enjeu sur lequel le ferroviaire peut être pertinent à mettre en place du coup, dans ces grandes métropoles. Donc, on a été accompagné notamment dans ces démarches-là avec les enjeux de réduire nos émissions de CO2 avec Fred 21. Donc, Sophie, peut-être que du coup, tu peux en dire quelques mots. Pardon, je me démute. Oui, en effet, c'est vrai qu'on a maintenant plus de 110 chargeurs engagés dans le dispositif Fred 21 et plus d'un tiers d'entre eux ont choisi notamment le report ferré.
Sachant qu'on propose un plan d'action de 3 ans pour mettre ces changements en place, hein, donc on n'a pas besoin de se précipiter, hein. L'idée, c'est de trouver la solution optimale, mais effectivement, on nous remonte des difficultés avec le routier, des difficultés avec le maritime, que ce soit le prix, des problèmes de grève, de retard de livraison, même hors incident spécifique. Donc, ça pousse à utiliser d'autres solutions, notamment le report modal, effectivement. Je reviendrai peut-être là-dessus plus en détail après. Oui, pas de souci. Alors, du coup, hein, après, avec ce qu'on se dit depuis quelques minutes, là, ça fait quand même beaucoup d'arguments qui font qu'on se dit que le transport ferroviaire est une bonne idée. Et pourtant, on se le disait un petit peu au début du webinaire avec humour, il y a quand même beaucoup de chargeurs encore aujourd'hui qui évoquent beaucoup de barrières, de verrous autour de ce fret ferroviaire. Fabien, vous travaillez justement avec l'ensemble de la chaîne, vous côtoyez des chargeurs, des opérateurs, des commissaires de transport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces barrières et surtout comment est-ce qu'on peut les lever, ces barrières? Oui. Des acteurs. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis quelqu'un de toujours très positif, enfin j'essaye, ce qui confine parfois à la naïveté, mais je voudrais quand même rappeler quelques petits éléments spécifiques à la région Hauts-de-France, puisque Norlink, c'est une association régionale. Et donc, avant de parler barrières, j'aimerais aussi qu'on dise un petit peu que ça fonctionne bien déjà de manière très, très efficace. Et notamment en région Hauts-de-France, qui est une région historiquement ferroviaire, au-delà de l'industrie lourde qui permet de faire des trains, de la maintenance, etc., déjà très présente dans la région, c'est dans notre région un écosystème qui est très important et les flux Ekiom en profitent régulièrement. C'est une part, la part du transport ferroviaire est un petit peu plus, enfin c'est presque le double dans la région Hauts-de-France qu'au niveau national. On est à 18% au niveau régional, ce qui est quelque chose de vraiment à noter, je dirais. Premier pôle ferroviaire avec le port de Dunkerque, par exemple. On a des autoroutes ferroviaires aussi sur notre territoire. Mais finalement, ça ne doit pas cacher les autoroutes ferroviaires et le transport combiné auquel on pense beaucoup, et le transport de conteneurs ne doit pas cacher qu'il y a des flux plus conventionnels, des flux de vrac aussi, qui marchent très très bien en ferroviaire, de l'import, de l'export. Enfin voilà, il y a toute une galaxie de trafic qui fonctionne et qu'il ne faut surtout pas oublier. Une des premières barrières, pour revenir à la question, une des premières barrières, et ça, je crois que Fret 21 fonctionne très bien sur ce sujet-là. Une des premières barrières, c'est que beaucoup de clients ne connaissent pas la valeur ajoutée, ne savent pas ce que le transport ferroviaire peut apporter. Et une des choses qu'on peut faire, c'est vraiment communiquer beaucoup, accompagner les acteurs vers un usage du fret ferroviaire. C'est d'ailleurs tout un pan de l'activité qu'on a chez Norlink de manière générale. Donc, la communication, c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisque un certain nombre de clients n'imaginent même pas pouvoir faire du fret ferroviaire. Donc, il faut accompagner aussi bien les entreprises que les territoires. Par exemple, on a travaillé avec l'associé du canal Seine-Nord, en région, pour aider tout l'écosystème finalement à construire les schémas logistiques d'approvisionnement autour du canal, approvisionnement et des travaux, pas du futur canal, mais dans sa phase de construction. On pourrait aussi imaginer appliquer cette méthode de travail qu'on a mis en place pour le canal à d'autres grands projets. On voit souvent des projets de construction d'usines. Je crois qu'il faut là aussi être proactif, c'est ce qu'on essaye de faire pour faire réaliser aux acteurs au tout début même du projet que le ferroviaire peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail, il ne faut surtout pas hésiter à aller chez les chargeurs et puis chez les autres acteurs publics. Donc, on fait cet effort de communication, notamment avec nos adhérents, les faire se rencontrer entre eux, qu'ils puissent échanger. On publie aussi régulièrement, pour faire connaître aux clients, et ça se fait par ailleurs sur d'autres territoires, un guide des hubs et plateformes où chacun
toutes les plateformes, qu'elles soient ferroviaires et fluviales en l'occurrence, publient tous les services massifiés, pas uniquement conteneurs aujourd'hui, tous les services conventionnels et combinés qui existent et qui peuvent être donc ouverts aux clients. On fait des déjeuners aussi, frais de ferroviaire, qui permettent de développer tout ça. Et puis, je pense qu'il faut aussi, et là aussi Fred 21 couvre ce sujet-là, inscrire le ferroviaire, ça se fait doucement dans les problématiques d'environnement et de numérique notamment, et je crois qu'on en parlera beaucoup tout à l'heure. Les carburants alternatifs pour le ferroviaire ne sont pas à oublier. Il y a des solutions. Au-delà du diesel, il y a déjà de nombreux trafics qui sont électrifiés, mais on peut aller un peu plus loin avec des locomotives hybrides gaz, par exemple. Et puis l'échange d'informations, je dirais, entre les différents partenaires, quoi, qui vont permettre de bien mettre tous les acteurs bien en ligne, quoi. Oui, effectivement. Alors, justement, je rebondis là-dessus sur l'innovation et sur le digital. Enfin, en tout cas, sur cette histoire de collaboration. Bon, c'est vrai que le monde du ferroviaire, finalement, est un monde qui est assez procéduré, qui a un certain nombre de problématiques, un écosystème qui est assez complet et complexe. Des exemples simples, hein, quand vous êtes chargeur et que vous devez traverser plusieurs pays, potentiellement, vous aurez autant d'entreprises ferroviaires sollicitées que de pays que vous allez traverser, avec toutes des problématiques de passage de frontières, de différents interlocuteurs. Donc c'est vrai que cette collaboration, effectivement, on peut se dire que le digital, naturellement, va aider à cette collaboration et puis va permettre de faciliter l'accès à ce fret ferroviaire. Donc je vais me tourner vers toi, Jérôme, assez naturellement, puisque tu as géré le projet Evrysense au sein d'Ekiom, l'implémentation de la plateforme Evrysense chez Ekiom. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour à ce sujet-là, du coup, sur comment le digital peut aider dans le ferroviaire? Ouais, complètement. Merci Antoine. Oui, effectivement, le digital contribue a contribué à l'excellence opérationnelle du rail et notamment avec la solution Evrysense. Donc, de part, la première chose, c'était le fait de pouvoir déjà se mesurer au niveau des opérations ferroviaires et de pouvoir aussi se digitaliser, pouvoir avoir une visibilité de l'ensemble des opérations. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a pu démarrer avec une période pilote, du coup, sur à peu près 10% de notre parc wagon pour mesurer, du coup, la performance et utiliser la solution Evrysense. Et à la suite de cette période pilote de test et des différents ateliers qui ont été organisés, on a décidé d'implémenter la solution sur l'ensemble des trafics ferroviaires qu'on réalise. Donc, c'est pour donner un chiffre clé, c'est un peu plus de 1200 trains par an. Résultat, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une fiabilité des opérations, une visibilité sur les convois, sur les wagons, sur les ETA et aussi sur les compositions des trains, sur l'ensemble des origines-destinations qu'on opère, d'avoir une meilleure anticipation au niveau des équipes aussi de chargement et de déchargement pour communiquer aussi l'organisation du personnel. Un gain de productivité puisqu'on a un outil standard collaboratif sur lequel on peut aussi réaliser les lettres de voiture intégrées et du coup pouvoir sortir différents reportings. Et cette utilisation de la data, ça permet réellement de pouvoir prendre des mesures concrètes, à la fois de pouvoir adapter notre plan de transport dès lors qu'on a des écarts par rapport à ce qui était prévu, pouvoir aussi compenser avec des solutions alternatives type transport routier. Et en parallèle, de pouvoir adapter aussi la taille de notre flotte wagon pour justement mesurer l'efficience et le taux d'utilisation du parc. Donc, le message, voilà, le digital, via notamment Evrysense, ça aide à faire du ferroviaire. Ok, donc effectivement, le digital au service du ferroviaire et le ferroviaire qui a finalement de nombreux avantages stratégiques. Peut-être que François peut nous en dire quelques mots justement sur ces avantages du ferroviaire. Bien évidemment, hein, il y a un intérêt stratégique que je voudrais mettre en avant qui est la sécurité. Hein. Ekiom, au moins pour l'activité ciment, c'est de l'industrie lourde. Hein. Sur les activités béton carrière, on a également énormément d'activités de transport routier. Donc, un des intérêts stratégiques du rail, c'est la dimension sécurité. Hein. On a parlé de l'encombrement des
des grandes métropoles, mais la route, ce sont aussi de l'accidentologie pendant l'activité transport. Alors, les statistiques sont assez éloquentes. Les dernières statistiques qu'on a de la sécurité routière, elles datent, celles que j'ai pu trouver de 2016. Quand dans un accident, un poids lourd est impliqué, en général, le taux de mortalité il est 3 fois supérieur à celui d'un accident impliquant des véhicules légers. C'est 15% versus 5%. Et je dirais au-delà des statistiques, malheureusement, chez Kiom, c'est des situations qu'on a dû gérer en 2016-2017. Je suis très opérationnel, donc j'ai eu à gérer plusieurs accidents mortels impliquant des poids lourds. Donc ça n'est pas que de la statistique et cela n'arrive pas qu'aux autres. Donc le rail contribue au désengorgement, bien évidemment, des grandes métropoles et également réduit drastiquement l'accidentologie qui souvent a lieu proche des grandes métropoles. L'accident classique, c'est le camion qui percute une queue d'embouteillage. Et puis, il y a également, au-delà de la congestion, il y a aussi l'aspect bruit, nuisance, émissions de CO2, de particules fines, qui a été déjà largement évoqué. Autre avantage qui a aussi été évoqué par Fabien et Jérôme, c'est bien évidemment la dimension environnementale, avec de la traction qui peut être bien évidemment électrique. Pour ce qui est des tractions diesel, Fabien l'a évoqué, aujourd'hui il y a des alternatives qui se mettent en place sur les tracteurs et les locotracteurs, et le port de Dunkerque est assez novateur sur le sujet. Donc le rail a une dimension bien évidemment environnementale, d'autant plus que côté route, et Kiom est assez pionnier et impliqué sur le sujet. Côté route, aujourd'hui, il n'y a pas encore une stratégie, on va dire, moyen terme claire sur quel est le carburant du futur. Aujourd'hui, court terme, on a du GNC, du bio-GNC, du GNL. On a les carburants de type B100, mais on a un peu de mal à voir quel est le carburant de l'avenir, en tout cas pour bien du super lourd, quand il faut tirer 44 tonnes. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte, bien évidemment, dans la dimension stratégique du rail. Bien sûr, effectivement. Donc voilà, on vient de voir ensemble du coup les avantages et en tout cas l'avantage stratégique. On se parle de report modal depuis tout à l'heure. Sophie, vous êtes en contact avec les chargeurs au quotidien. Finalement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelles sont les best practices pour ce report modal ferroviaire ? Oui, bien sûr. Merci Antoine. Eh bien, je vais, pour compléter l'exemple d'Ekiom, qui sera détaillé ensuite, on a donc une trentaine de chargeurs sur les 110 qui ont activé ce levier report modal. On a 4 leviers qu'on propose dans Fret 21 pour réduire son impact. Des leviers d'optimisation comme le taux de chargement, la réduction des distances parcourues, et des leviers, on va dire, de transformation, d'adaptation au changement, qui sont donc le report modal, et puis aussi, bien sûr, dans la partie achat responsable, d'avancer dans un partenariat constructif avec ses prestataires, soit pour verdir la flotte, soit justement pour être accompagné sur du rail route notamment. Sur les exemples qu'on a, je vais parler du coup de celui de BSH, Bosch, puisque Monsieur Schumacher a insisté pendant des années pour garder l'embranchement de son dépôt qui existait, donc il a les rails qui arrivent à son entrepôt. Il a insisté contre vents et marées pour le garder, et puis il a bien fait, puisque maintenant c'est ce qui lui rapporte le plus, ce qui lui évite le plus de CO2 sur son engagement Fret 21. Ça permet pour lui d'éviter quasiment 4000 tonnes de CO2 et plusieurs camions évités sur la route, aussi bien nationale, pour livrer notamment depuis son entrepôt vers le sud de la France, mais aussi pour ses échanges avec la Pologne. Il a pu faire ce report modal et donc, comme le disait François, ça évite des accidents, des bouchons, de la pollution. Voilà, donc c'est un levier intéressant pour lui. De la même façon,
l'entreprise MaPay. Monsieur Devim aussi a souhaité être accompagné là sur un combiné rail-route qui lui permet aussi d'éviter plusieurs centaines de camions sur les routes par an. Et là, on est à 200 tonnes de CO2 évitées par an. Et sur sa ligne Toulouse-Valenton, pour le même coût. Hein, donc, et il a eu un accompagnement par une entreprise qui a pu tout gérer clé en main, si je puis dire. Et il était gentiment venu témoigner de ça en Occitanie il y a quelques mois. Et puis, je vais rajouter un dernier exemple, peut-être, si j'ai encore quelques secondes, Oui, bien sûr, avec, voilà, avec Leroy Merlin pour changer un petit peu de secteur. Donc, Leroy Merlin s'est engagé une première fois sur 3 ans, puis a renouvelé un engagement pour 3 nouvelles années, hein, comme Ekiom. Et une des actions aussi, c'est le report rail-route au niveau national sur l'amont et l'aval. Et là aussi, ça lui permet d'éviter voilà, quelques milliers de tonnes de CO2 grâce à ce report modal. Et je peux compléter peut-être aussi avec le point suivant. Donc, Fred 21 vous aide à chiffrer le CO2 évité par ce report modal, mais vous avez aussi, via la UTF, un support sur cette action, puisque la UTF est membre de la coalition 4F, hein, qui va développer le futur du ferroviaire, et donc peut vous aider là aussi à remonter des besoins et à pousser dans certaines directions, développer un service plus fiable et autres besoins. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous apporter à ce niveau-là. Mais c'est très clair. Alors justement, c'est bien d'avoir des exemples concrets, parce que c'est la transition parfaite avec la suite. C'est que voilà, ok, on voit qu'on a des acteurs qui se lancent dans cette démarche de transport ferroviaire. Super, je décide de me lancer, je suis chargeur. Mais comment je fais pour réussir mon transport ferroviaire et surtout, comment je mesure cette réussite parce qu'au final, voilà, on est dans un monde de KPI et de mesures de réussite, c'est tout à fait normal. Donc, comment est-ce que je mesure ça? Et puis ensuite, voilà, comment est-ce que, au-delà de cette réussite et de ces mesures, comment est-ce qu'on accélère la dynamique de report modal? Parce qu'encore une fois, on en parle depuis tout à l'heure, ok, il y a plein d'avantages, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que l'écosystème adhère à tout ça? Jérôme, peut-être pour commencer, sur la partie réussite et mesure de cette réussite? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'un mot-clé, ça a été la collaboration. Donc, collaboration avec les usines et d'avoir un outil digital qui nous permette de pouvoir répondre à cette demande tout en voulant se mesurer et se digitaliser. Donc, on a pu, au niveau des opérations Ekiom, du coup, collaborer avec les usines et avec les dépôts, avec la solution qui permet à la fois de pouvoir suivre la disponibilité de nos wagons. On a plusieurs KPI, indicateurs de performance qu'on mesure au quotidien, comme des taux de service avec les entreprises ferroviaires, des taux de performance aussi sur la ponctualité, pour vérifier les écarts entre les heures théoriques d'arrivée et les heures réelles d'arrivée. On a aussi le besoin de pouvoir suivre les états des stocks par rapport au nombre de wagons qui étaient prévus pour chaque qualité de produit et quels sont ceux qui ne sont pas arrivés et pour quelles raisons. Et on peut suivre en parallèle les transports alternatifs qui ont été faits par la route, notamment s'il y a eu des défaillances en termes de rail. Donc, ces indicateurs-là, ça nous permet notamment aussi, vis-à-vis de la valorisation à l'intérieur de l'entreprise, de pouvoir optimiser notre plan de transport, optimiser aussi notre parc wagon et pouvoir aussi négocier éventuellement des contrats en adéquation avec ces indicateurs de mesure. Ok, donc effectivement, tu as des indicateurs qui te permettent d'une part de piloter ton activité au quotidien, mais aussi d'anticiper l'activité future, comme tu le disais, avec les plans de transport sur les années à venir. Voilà. Donc, exactement. Ok. Donc, bon voilà, tu parles beaucoup de collaboration. Clairement, cette collaboration, tu l'as dit, hein, il y a une collaboration interne à l'entreprise. On l'a expliqué aussi un petit peu tout à l'heure, de par le contexte ferroviaire, aussi une collaboration avec les acteurs externes. Chaque entreprise a son différent niveau de maturité, chaque chargeur a son niveau de maturité et sa solution qui lui est propre. Je vais me tourner vers Fabien maintenant, du coup, au-delà de la vision interne de l'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour accélérer le mouvement sur l'écosystème? Comment est-ce qu'on déploie ce transport ferroviaire et finalement, quelle est la feuille de route à ce niveau-là? Alors, je n'ai pas prétention à donner une feuille de route ultime pour tout le secteur, mais des travaux qu'on mène au sein de l'association, il nous semble que si on veut atteindre les objectifs qui sont fixés aussi bien par l'Europe que le gouvernement, mais que aussi le secteur privé, hein, avec la coalition 4F qui a déjà été citée, il y a 2 choses vraiment principales à faire. La première, ça va être pérenniser
les infrastructures et les trafics existants. Et c'est ce que Sophie a dit tout à l'heure avec l'exemple de Bosch. C'est-à-dire qu'il faut sauver l'existant et notamment les infrastructures existantes, les maintenir, les réparer s'il y a besoin. Certaines ont d'ailleurs largement besoin d'un petit coup de peinture, et voire même un peu plus, pour remettre tout ça d'équerre et que ça puisse continuer à être utilisé. Et finalement, conserver les trafics qui sortent souvent des usines, des chargeurs, qui sont embranchés. Pardon. Donc il y a ce côté, maintenir l'infrastructure existante, et il y a aussi maintenir les flux existants qui il faut surtout pas hésiter à développer, j'en parlerai juste après, mais maintenir l'existant est quand même très important. Et par exemple, on a lancé en région Hauts-de-France un dispositif qui s'appelle SOS Multimodal. L'objectif étant de répondre aux questions extrêmement concrètes et pratiques des chargeurs qui se sont lancés, qui font, par exemple, du ferroviaire, et qui se trouvent confrontés à un problème concret, un problème pratique, et qui n'ont pas forcément un endroit unique, un guichet unique auquel ils peuvent se confronter et auquel ils peuvent poser des questions. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre de prendre ces questions, prendre ces problèmes au sein de l'association, et puis amener les gens autour de la table pour y répondre, pour que finalement des trafics qui se font aujourd'hui, les trafics évoluent, il y a des choses qui se font, des travaux, des choses comme ça, finalement ils peuvent être confrontés à des nouveaux problèmes, et plutôt que de laisser tomber le fer et reprendre une autre solution, on essaie de résoudre ces problèmes. Donc c'est vraiment ça, c'est la première chose à mon avis qu'il faut garder à l'esprit, et ne surtout pas l'oublier, c'est gardons ce qui se fait, parce que c'est fondamental, ça fait beaucoup, et d'ailleurs ça répond aussi, le deuxième point que je vais aborder répond à une question qui a été posée par un participant là. Il faut ensuite développer les trafics, et notamment en saturant les rames, en remplissant, en augmentant le taux de remplissage des trains existants. Il y a beaucoup de trains, il y a beaucoup de services qui existent, beaucoup de terminaux qu'on peut encore remplir un peu plus. Donc déjà, il y a ça aussi, il faut vraiment pas oublier ça. Et là, et c'est Fred 21 répond aussi à cet enjeu-là, mais on fait... et ça se fait d'ailleurs dans d'autres cercles et d'autres cénacles, hein, mais travailler sur la mutualisation, la massification directement avec les chargeurs, pour les ouvrir, je dirais, à cette possibilité, et qui n'ont pas forcément, eux, la capacité à faire un train complet d'un coup. Donc il y a des systèmes, hein, des coupons mis en place par SNCF, il y a un certain nombre de services qui sont ouverts, que vous ayez une remorque, un conteneur, etc. Enfin, ça fonctionne, mais il faut comment dire, aider et guider parfois le chargeur en lui-même. Et puis, le troisième point, je crois que j'en avais cité que deux au départ, mais il y en a un troisième qui me vient là. Il faut, mais ça va avec le précédent, c'est-à-dire ouvrir les chakras des chargeurs qu'ils ne font pas encore, notamment en termes d'information et de formation, hein, c'est ce que je disais au début, c'est un des premiers problèmes, les gens ne savent pas, n'imaginent même pas qu'ils pourraient faire du ferroviaire. Donc, il faut déjà leur dire, oui, vous êtes potentiellement intéressés. Après, regardons, suivant vos flux, il n'y a pas de dogme à avoir pour le ferroviaire dans aucun des modes. Chacun doit avoir sa zone de pertinence. Mais imaginez seulement que vous pourriez y arriver, que vous pourriez le faire. Et régulièrement, ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, et c'est mon dernier point, il faut, je crois, enfin c'est ma conviction, arrêter de penser uniquement transport point A, point B. Un des avantages des modes massifiés, c'est que ça peut donner des options de massification, des options d'optimisation, pas forcément sur la ligne de transport entre le point A et le point B, mais en amont, en aval. Ça va permettre de retravailler le stockage, d'avoir une meilleure optimisation
des livraisons, même des systèmes de production, etc. Il y a de très beaux exemples ici en région Hauts-de-France, où finalement, si vous regardez le petit bout de la lorgnette en disant, bah oui, alors entre le point A et le point B, ça me coûte 3 centimes de plus à la tonne, effectivement, vous allez avoir du mal à faire shifter à faire du report modal. Par contre, il faut absolument s'ouvrir et regarder de manière un tout petit peu plus large et regarder logistique plus large, approvisionnement. Vous avez par exemple des dans les terminaux intérieurs ou des temps de stockage qui sont plus intéressants. Donc, vous économisez sur le prix du stockage, par exemple, si on regarde le conteneur maritime, ça peut être intéressant. Donc, voilà un petit peu notre vision des choses sur comment on peut y arriver. Mais donc finalement, c'est vrai que le plus gros de la mission, c'est d'arriver à faire prendre conscience à chacun que le ferroviaire est possible et que chacun puisse avoir ce changement de prisme, de paradigme pour venir y trouver son intérêt. Je rebondis juste sur le point juste avant que vous évoquiez sur la mutualisation, le wagon isolé. Effectivement, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé, c'était le 13 septembre dernier, je crois, lors de l'ouverture de la SITL, une aide massive du gouvernement sur le transport ferroviaire et surtout sur le wagon isolé, parce qu'il y a quand même 70 millions d'euros donnés par le gouvernement qui sont dédiés au boost de ce wagon isolé. François, toi qui as cette casquette aussi opérationnelle, comment tu vois le sujet justement de ce wagon isolé et de cette poussée du gouvernement ? Merci Antoine de me tendre la perche. Tu sais que c'est un de mes chevaux de bataille. C'est peut-être l'effet de l'âge, mais je ne crois plus au grand lendemain qui change, mais plutôt à la politique des petits pas. Puis ça va répondre partiellement à la question de Monsieur Kukel. Pour moi, le wagon isolé, quand on parle du wagon isolé, comme l'a évoqué Fabien, ça va au-delà du wagon tout seul, mais du coupon qui peut aller peut-être jusqu'à 8, 10 wagons. C'est une façon incontournable de ramener des volumes sur la route. C'est d'ailleurs un des axes de la coalition 4F, axe sur lequel la UTF est très actif. C'est de permettre de rebasculer sur le rail des petits volumes. Alors, ça marche, parce que très concrètement, chez Ekiom, on a mené à bien 2 ou 3 projets de petits volumes. Alors, quand je dis petits volumes, alors c'est pas 200 000 tonnes, c'est plutôt 20 000, 30 000 tonnes qui, dans nos métiers, sont considérés comme des petits volumes qu'on a pu remettre sur le rail, des flux d'approvisionnement d'usine. Là, on a même démarré un pilote avec du P400 pour des volumes qui sont de l'ordre de 1000 tonnes par an. Mais alors, ça peut paraître insignifiant, mais ça fait quand même des camions en moins. Comme l'expliquait Fabien, en raisonnant hors de point A, point B. Donc, pour moi, c'est vraiment une dimension incontournable si on veut développer le rail. Il faut développer le wagon isolé, il faut développer les coupons parce que tout le monde n'a pas un flux de 50, 60, 100 000 tonnes à mettre sur le rail. Et le digital aura sûrement un rôle capital à jouer parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de capacités résiduelles sur les flux des uns et des autres, des différentes EF, des différentes autoroutes ferroviaires. Et l'idée, c'est de développer une espèce de bourse de fret. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des aspects, bien évidemment, concurrence, mais ça existe sur la route. Donc, de mettre à la disposition des chargeurs, des commissionnaires, quels sont les slots de capacité résiduelle et de permettre ainsi de rebasculer des petits volumes sur le rail. Et c'est un sujet crucial parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître le wagon isolé, ça marche pas très bien, voire mal. Mais le message vraiment, c'est que c'est possible, c'est faisable, il faut y aller petit à petit, puis voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit, on n'est pas obligé de commencer tout de suite avec du train complet. Le wagon isolé fonctionne et il suffit, en tout cas, il faut pouvoir se lancer.
justement, peut-être pour un petit peu pour conclure, Sophie, je me retourne vers vous, peut-être pour donner encore quelques exemples concrets, sur les réussites qu'on a, notamment avec Ekium, sur toute cette dynamique ferroviaire, et sur justement ces petits pas qui ont pu être réalisés pour contribuer à une dynamique plus globale. Oui, tout à fait. Comme je disais au début, on est aujourd'hui 110 chargeurs engagés. L'objectif, c'est 400 d'ici 2023. Donc, voilà autant d'entreprises à qui on va diffuser l'information, qu'on va convaincre d'avancer pour verdir son transport de marchandises, sachant que le programme EVE avance en parallèle avec tous les acteurs de cette chaîne de transport. Donc, ça devrait pouvoir faciliter ces mutualisations et ces ajouts de volume et favoriser ces progrès, si je puis dire. En plus, on a un contexte réglementaire qui nous y pousse, que ce soit la loi climat résilience, le Green Deal, Fit for 55. Voilà, les planètes sont alignées, comme on dit souvent. Et effectivement, on a le bon exemple d'Ekium qui a atteint le premier objectif souhaité, qui était de réduction de 5% des émissions de gaz à effet de serre, et qui se sont donc réengagés pour 3 nouvelles années avec un objectif encore plus ambitieux là, de 15% d'émissions évitées. Et puis, je crois que la partie ferroviaire là, qui sera impliquée permet l'action, le levier report modal ferroviaire qui a été choisi va permettre d'éviter 30% justement sur l'objectif retenu. Donc, c'est un tiers, une bonne partie de ce qui est souhaité. Ça permet d'éviter plusieurs camions sur les routes. Je crois que c'est 50 camions par... voilà, si Jérôme peut compléter ces chiffres précis, puisqu'il est sur l'action. Ah, il est parti. Donc, c'est pas grave, on va y arriver. Mais il y a plusieurs actions, effectivement, retenues par Ekium pour ce deuxième engagement, aussi bien verdissement des flottes avec des carburants alternatifs et donc le levier ferroviaire. Et là, peut-être que Jérôme veut compléter. Oui, ça marche. Oui, après, au niveau effectivement des enjeux pour ce deuxième engagement, c'est de pouvoir faire un focus à la fois sur la partie véhicule vert pour le transport routier. Et la deuxième action, c'est développer le report modal avec un focus sur les activités ferroviaires pour atteindre du coup notre objectif du coup de moins 15% pour le deuxième engagement. Ça fait de beaux succès en tout cas. Félicitations d'ailleurs pour ces succès. Comme quoi, je pense que c'est un peu le message de ce webinaire, c'est que c'est possible, c'est faisable, effectivement. Ça c'est pas en un claquement de doigts, mais c'est possible de réaliser ce report modal. Alors justement, si on conclut un petit peu tout ce qu'on s'est dit, si on résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, on a un contexte national et international qui pousse finalement à ce report modal, qui fait que le transport ferroviaire a tout à fait sa place dans le monde du transport et a une vraie pertinence aujourd'hui plus que jamais. On a vu qu'il y avait de nombreux avantages pour ce transport ferroviaire, tant sur l'aspect organisationnel que sur la sécurité que sur l'environnement, d'autant que sur l'environnement, on a des régulations qui vont être de plus en plus fortes dans les années à venir. On a parlé de barrières et de verrous, mais on a surtout vu qu'il y avait beaucoup d'accompagnement avec Norlink, avec Fred 21, avec la UTF, auprès des chargeurs justement pour lever ces barrières et pour faire prendre conscience que le transport ferroviaire était une option possible. Et puis, on a parlé de digitalisation, on a parlé de compétitivité. C'est vrai que c'est le transport ferroviaire, ok, on se lance, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit une réussite? Et le digital peut être un vrai levier là-dessus pour aider à la collaboration, à la mesure justement de la performance et pour faire en sorte que, on l'espère, cette part modale qui est aujourd'hui de 9% puisse augmenter d'année en année. Puis finalement, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui s'est dit pendant la ICTL en septembre dernier, c'est que il y a eu de nombreux mouvements par le passé autour du ferroviaire, on a essayé d'insuffler de nombreux souffles. Là, on a quand même le sentiment qu'il y a un vrai engagement de la part des acteurs et notamment gouvernementaux plus qu'avant encore pour pousser ce mode de transport encore plus que jamais. Donc on ne peut qu'espérer que justement le transport ferroviaire voit sa part augmenter dans les années à venir et vienne un petit peu taquiner les autres modes de transport petit à petit. Voilà, en tout cas, on a quelques questions. Je vois que le sujet du wagon isolé a fait débat sur le chat. On a quelques questions qui nous ont été posées. Alors, une première, je vois que Sophie, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais juste pour le repréciser à tous, on a une question qui demandait comment est-ce qu'on s'engage aujourd'hui en faveur du climat auprès de Fred 21. Quelle est la démarche aujourd'hui si j'ai envie de m'engager? Comment est-ce que je fais?
Alors oui, c'est assez simple, hein, même si ça peut prendre du temps. Ça dépend des entreprises et de la maturité connaissance de cartographie des flux, etc. Vous nous contactez, on prend un rendez-vous, on a une étape d'information, une étape d'adhésion, et ensuite on construit son dossier d'engagement qui va être en fait le plan d'action que vous allez pouvoir chiffrer dans l'outil. Et ensuite, l'ADEME et la UTF valident les engagements lors de comités de validation qu'on a tous les mois. Et on considère que ce temps entre l'information et l'engagement peut prendre entre 3 à 6 mois. Voilà, et puis après, on se lance pour 3 ans de plan d'action, ou 6, hein, puisqu'on peut renouveler ensuite son engagement. Ok. Une autre question qui nous avait été posée, c'est finalement, selon vous, alors je ne sais pas qui veut se lancer sur la réponse, mais quels sont les types de flux qui sont les plus ou les moins compatibles avec justement le ferroviaire? Je vais être, comme j'ai dit, résolument positif. À mon avis, tous les types de flux s'y prêtent. On le voit, il y a des solutions, il y a des solutions ferroviaires pour tout type de flux. Alors, après, il y en a qui s'y prêtent un petit peu moins et qui vraisemblablement ne passeront jamais. C'est si vous êtes loin d'un point de chargement au départ et à l'arrivée, et que la distance par la route, entre guillemets, est relativement, est beaucoup plus courte que par le ferroviaire. Donc, effectivement, c'est là où je disais, il n'y a pas de dogme à avoir. Le ferroviaire a une zone de pertinence qui n'est pas forcément celle qu'on a, je dirais, qu'on entend souvent. On entend souvent en dessous de 300 km, ce n'est pas la peine de faire du report modal, etc. etc. Ça, je crois que ce n'est pas vrai. On l'a de manière criante dans beaucoup de cas où finalement, c'est plutôt effectivement, la distance, souvent les distances des terminaux vont être des critères, mais même ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut se contrecarrer en réfléchissant un peu plus large avec des stockages, des choses comme ça, qui vont permettre de faire des gains par ailleurs. Oui, c'est très clair. C'est très très clair. On a une autre question justement sur l'organisation, hein, la mise en place d'un transport ferroviaire. Avec quel pays européen aujourd'hui il est possible de faire du rail au départ de France? Là, on nous parle d'une expérience. En 2018, j'ai livré des clients en Italie, Milan. Pas de possibilité de faire du rail avec l'Espagne ou l'Allemagne. Quelle est l'évolution prévue? Est-ce qu'on a des éléments de réponse là-dessus? Alors nous, en attendant, Nexans, une des entreprises engagées aussi dans Fret 21, fait bien du rail route France-Espagne avec succès, sans difficulté. Donc la solution existe pour ça, mais je laisse mes camarades compléter. Oui, on peut aussi évoquer les nouvelles routes terrestres de la soie, hein, qui sont essentiellement ferroviaires. Hein. Donc on voit qu'on arrive à faire passer des trains de Chine jusque dans les Hauts-de-France, à Dourges. Alors c'est vrai que c'est parfois compliqué, mais on peut y arriver. Hein. On voit aussi à Calais, avec l'autoroute ferroviaire Calais-Mâcon, qu'on peut aller au-delà et passer le lien transmanche. Donc, les choses évoluent de plus en plus favorablement avec des solutions pour justement résoudre les problématiques d'écartement de rails qui ont été longtemps un frein énorme. Hein. Donc maintenant, il y a des solutions techniques. Et alors justement, on a un complément de Marie Cavois sur le chat qui fait partie de Fret SNCF qui nous dit que oui, effectivement, il y a bien un trafic qui est opéré vers tous les pays et qu'on a 50% de l'activité de Fret SNCF qui se fait à l'international. Donc en effet, c'est tout à fait possible. On avait une autre question. Alors là, c'était justement sur le wagon isolé. Hein, tout à l'heure, quand on en parlait, ça faisait un petit peu débat. Finalement, on a dit les EF traditionnels n'iront pas sur le wagon isolé, pas assez rentables. Les initiatives comme Railcops sont peut-être l'avenir. Qu'est-ce que on a déjà un petit peu répondu à demi-mot tout à l'heure, hein, pendant la présentation. Peut-être qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Comment vous répondez à ça? Finalement, les EF n'iront pas vers le wagon isolé. On a bien la preuve que si, finalement, avec les expériences qu'on a au quotidien. Alors aujourd'hui, l'opérateur historique, je pense qu'il gère, j'ai pas les statistiques en tête, la majorité des flux wagons isolés. Effectivement, on sait quand on envoie un wagon en atelier, ça reste quelque chose qui est largement perfectible.
Le digital aide, hein, c'est ce qu'un peu expliquait Jérôme, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Hein. Autrefois, chez Ekiom, on perdait des wagons. Hein. Je crois que le record, c'est un wagon perdu pendant 2 ans qu'on a retrouvé tout à fait par hasard sur un triage improbable. On se demandait comment il avait atterri là-dessus. Donc, avec le digital, on arrive à mesurer les temps de transit des wagons isolés et donc être dans une dynamique d'amélioration progressive et de dialogue factuel avec l'EF concerné. Mais je suis tout à fait d'accord, ça reste vraiment un point de progrès que le ministre a l'air d'avoir intégré. Hein. Donc attendons bien évidemment les résultats, mais c'est plutôt encourageant. Et selon toi ou selon les autres, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la fiabilité justement de ce wagon isolé, ce système de wagon isolé? Je dirais, si j'avais la solution, je l'appliquerais à nos propres flux. Hein. Il y a, comme je l'expliquais, il y a le digital et en France, il faut relancer cette dynamique du wagon isolé qui est partie un peu en perdition ces dernières décennies. On peut s'inspirer de pays comme la Suisse, hein, et Fabien a bien insisté sur le maintien des capillaires, hein, chose qui ne s'est pas faite en France, et c'est toujours un chantier, une bataille, hein, de garder nos capillaires. Un pays comme la Suisse, il y a un nombre très important de sites embranchés dans les matériaux de construction, hein, qui est mon domaine de compétences. Les centrales à béton, qui sont des toutes petites installations industrielles en Suisse, sont embranchées fer. Donc toutes les matières premières, ciment et granulats, sont livrées en train, et le ciment en particulier est livré en wagon isolé, et ça marche parfaitement bien. Donc il y a des exemples au niveau européen ou extra-européen dont on peut s'inspirer. Oui, puis comme tu le disais, c'est que le digital peut venir aider là-dessus. C'est facile de suivre un train complet, parce que le flux est plus simple. C'est un peu plus compliqué de suivre le wagon isolé. Et justement, tout l'enjeu dans le digital, c'est de mettre en place des solutions pour les suivre plus facilement et de manière plus pertinente et plus fiable. Et avec une solution, Antoine, je me permets juste de compléter, avec une sûr. solution qui permette à la fois de pouvoir suivre le wagon isolé et après de pouvoir avoir une visibilité dans l'ensemble de la chaîne en termes de report modèle. L'exemple de la Suisse dont parlait François est assez intéressant, notamment avec une de nos filiales du groupe qui effectivement transporte et achemine du ciment en wagon isolé. Et après, ça peut aussi transiter avec un autre mode de transport, éventuellement soit en pré-acheminement, soit en post-acheminement. Et du coup, avec ce système de traçabilité, on peut suivre du coup la localisation du produit et du coup son arrivée avec les différentes étapes, soit du transport d'approche, soit du transport ferroviaire, soit du coup jusqu'à la livraison au client final. Donc ça donne aussi une visibilité pour les clients. Effectivement, et nous, c'est ce qu'on vit au quotidien dans la solution Modelop. C'est vraiment comment intégrer cette visibilité et cette donnée de position dans un flux plus global pour maîtriser de la planification jusqu'à l'exécution. Clairement, on est vraiment dedans. Antoine, juste un point qui n'est pas vraiment une remarque ou une réponse, mais plus une interrogation. On dit comment améliorer la fiabilité du wagon isolé. Alors, on peut toujours améliorer l'existant, hein, ça, il faut toujours avoir ça en tête. Mais y a-t-il vraiment, j'ai pas la réponse, hein, c'est vraiment une question, y a-t-il vraiment un vrai sujet de fiabilité du wagon isolé aujourd'hui en France? C'est peut-être une idée qu'on a, une idée reçue, qui est un gros problème mais maintenant qu'on a le type d'outil qu'utilise Ekiom, on doit commencer à avoir un retour sur la réalité des choses. Est-ce que c'est 10% ou 90% de taux de service? Je n'ai pas la réponse. Et donc peut-être qu'on pourrait le savoir avec ce type d'initiative. Un indicateur important, et là ça va parler à tous les chargeurs qui font du rail, hein, dès qu'on envoie un wagon en atelier, hein, et l'atelier parfois n'est même pas une centaine de kilomètres, le temps de transit moyen aller, c'est 3 semaines. Et c'est pareil pour le retour. Donc c'est très largement perfectible, hein, sachant qu'un wagon, souvent il reste 3 semaines, 1 mois en atelier, hein, quand c'est un
pas de révision important. Donc vous imaginez, c'est un wagon qui disparaît quasiment pendant 3 mois et tout le monde sait combien coûte un wagon et combien il est utile justement dans la productivité rail de l'entreprise qui le possède ou qui le loue. Voilà. Après, je me permets de compléter, François, c'est aussi l'indicateur de mesure, c'est le lead time. C'est clairement, finalement, sur le temps pour arriver en atelier ou pour être restitué, combien de temps il sort de notre flotte, et ben, c'est vraiment un des enjeux qu'on va challenger du coup les différentes parties prenantes. Alors, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, qu'on a un invité surprise qui vient d'arriver sur le call. C'est tout l'intérêt de faire ces webinaires en digital, c'est que c'est facile de rajouter des participants. On a Damien Roussel pour le compte d'Arkema qui nous a rejoint et qui voulait justement témoigner un petit peu de l'expérience qu'il a autour du wagon isolé aujourd'hui au quotidien et notamment avec la solution Everessence. Damien, je te laisse nous en dire plus. Merci Antoine. Effectivement, donc comme je l'ai signifié dans le chat, on fait du wagon isolé chez Arkema et aujourd'hui on a une flotte d'un peu plus de 500 wagons qu'on suit, avec lequel on fait du wagon isolé. Et effectivement, ces wagons partent partout en Europe, même jusqu'à la Suède, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, etc. Et donc, effectivement, pour témoigner, nous, effectivement, on utilise Eversense pour nous aider à suivre ces wagons. Donc, on a fait en sorte que tous ces wagons soient équipés de balises GPS. Alors, une grosse partie l'était déjà, mais on a fait en sorte, effectivement, que toute la flotte soit équipée. Et donc, ça nous permet d'avoir une visibilité en temps réel de notre flotte sur la solution Eversense. Finalement et de suivre aussi nos transports ferroviaires. Donc, on envoie les informations de transport depuis notre TMS ou SAP à Eversense et on suit l'avancement avec un calcul de date et surtout de date d'arrivée potentielle théorique. On peut suivre aussi effectivement les rétentions sur nos sites pour nous aider à mieux gérer les retours. Donc, on est vraiment, grâce à Eversense et à ces positions GPS et au track and trace qu'on a pu mettre en place sur une idée d'optimisation de notre flotte, mais aussi donner des statuts, rendre plus fiable le transport ferroviaire, donner de la visibilité à nos clients et ce qui pourra permettre à terme de donner plus de confiance sur les dates d'arrivée des wagons chez nos clients et donc potentiellement faire un peu moins, pour certains produits, moins de camions et plus de ferroviaires. Donc c'est vrai que finalement, de toute façon, sur tous les modes de transport, que ce soit le ferroviaire ou le routier, il y aura toujours des aléas, il y aura toujours des choses au quotidien qui font que le transport ne se passera pas comme prévu. Dans le ferroviaire, c'est vrai sur l'isolé, comme c'est vrai sur le train complet. Donc c'est vrai que l'enjeu, c'est de se dire, OK, on s'affranchit de tout ça, on sait très bien que ça arrivera. Comment est-ce qu'avec le digital, on est capable d'avoir cette visibilité-là et finalement d'être capable de réagir face à ces situations plutôt que de les subir et de mettre en place justement les choses pour les contourner et finalement arriver à résoudre les problèmes. Merci beaucoup pour ce témoignage, Damien, qui n'était même pas prévu. Donc voilà. On a une question. Y a-t-il une différence entre Eversense et VTG Connect? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre dans les. Je ne sais pas si Jérôme, toi, tu souhaites y répondre. Je ne sais pas si vous utilisez VTG Connect chez Ekiom. Alors, nous on ne l'utilise pas, non. Après, c'est une solution différente qui est proposée. Ouais. Effectivement. Peut-être plus orienté. Ouais, vas-y, Antoine. Oui, en fait, très rapidement, effectivement, VTG Connect, c'est une plateforme, donc la plateforme de VTG qui permet de suivre les wagons VTG sur cette plateforme. J'ai mes wagons avec des GPS et je sais où se trouve la position. Chez Eversense, on fait ça également, mais on va plus loin, vraiment sur la partie flux complet. C'est-à-dire qu'au-delà de la visibilité, cette visibilité-là, on vient l'intégrer dans une planification, dans l'exécution, dans le suivi des trains ensuite qui sont lancés avec la notion d'ETA. Donc voilà, vraiment, il y a cette visibilité qui est intégrée dans un système plus complet qui est finalement le flux de A à Z, de la planif à l'exécution. Voilà. Mais effectivement, la visibilité fait partie d'Everysense et c'est l'une des entrées de données qui permet justement de nourrir la machine et d'organiser le système. Et peut-être pour compléter, Antoine, nous, on a cette problématique chez Ekiom d'avoir plusieurs loueurs de wagons. Hein. Les balises VTG peuvent être intégrées dans le cockpit Eversense, donc il n'y a pas lieu de doubler les balises. Voilà,
Evrisense est ouvert aux balises des loueurs. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on soit capable d'intégrer la donnée de n'importe quel loueur pour que tout soit centralisé en une seule plateforme, finalement. Voilà. C'était un petit peu l'instant promo. Juste peut-être pour terminer sur une dernière question qui est plutôt assez intéressante. On a parlé d'un contexte logistique international. Voilà, on s'est parlé de différents contextes sur les différents modes de transport qui existent. Selon vous, est-ce que le ferroviaire sera toujours intéressant une fois qu'on aura ces pénuries résorbées, si elles se résorbent un jour? Je sais pas qui veut prendre le sujet. Moi, je veux bien apporter quelques éléments de réponse, au moins en ce qui concerne le secteur des matériaux de construction. Je pense que, hélas, la pénurie de chauffeurs, elle est chronique et ça restera un métier en tension qui est à réinventer et qui ne fait pas forcément beaucoup rêver les nouvelles générations. Donc, je pense qu'en tant que chargeur, on doit s'y préparer et l'intégrer dans nos réflexions moyen et long terme. Après, sur le maritime, on peut imaginer que le chaos va se résorber d'ici quelques mois ou peut-être plutôt quelques années. Mais sur la route, je pense qu'on est dans une vraie problématique qui est durable pour ce qui est de la pénurie des chauffeurs et il y a également toute la dimension environnementale qui a été expliquée par les uns et les autres, les ZFE dans les moyennes et grandes métropoles et une taxation carbone transport qui va venir à un moment ou un autre. Donc, les enjeux évoqués ne vont pas disparaître par un coup de baguette magique une fois la surchauffe absorbée. Voilà, ça n'est que mon opinion, ça n'engage que moi. Je pense que c'est tout à fait juste ce que tu dis, François, c'est exactement ça. Il y a le transport, alors notamment en maritime, est confronté à un problème conjoncturel, grosse surchauffe, mais les avantages dont on a parlé pour le ferroviaire sont en fait finalement structurels. C'est-à-dire que répondre à la congestion des routes, mais des villes, ça, c'est structurel. On ne fait que densifier les zones urbaines. Donc forcément, on arrivera à des congestions de plus en plus sévères. Et on retombe sur les avantages présentés avant. Les avantages environnementaux, ça va être une pression réglementaire, mais aussi, je dirais, citoyenne et même humaine au titre, chacun à son propre niveau. Ça, c'est structurel aussi. On va voilà. Et donc, ce sont des réponses qu'apporte le transport ferroviaire pour ces questions-là. Donc, je crois qu'effectivement, après la surchauffe, une fois que vous y aurez goûté, vous y resterez, quoi. Peut-être on pourrait dire ça. Je pense que c'est la plus belle conclusion qu'on puisse avoir suite à ce webinaire. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Goûtez-y et vous l'adopterez. Effectivement. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre intervention, pour ces échanges. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire et d'avoir permis d'éclaircir notre audience aujourd'hui. Merci justement à tous et toutes qui vous êtes connectés pour ce webinaire. Il vous sera envoyé avec un replay. Vous aurez tout loisir de le voir et le revoir en replay. C'est comme les plus beaux films sur les plus belles chaînes de télé. N'hésitez pas. Merci encore. Passez tous une bonne journée et par avance un très bon week-end. Et puis à bientôt, sans doute, pour un nouveau webinaire sur un autre thème. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à tous. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bonne fin de semaine. Au revoir.